Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. L'habitude, je suis plutôt pas très doué pour parler, mais je filmais. Bon, j'essaye de faire de mon mieux, mais vous pouvez sans doute m'aider à répondre. Alors, je voudrais juste dire que pour commencer, que j'étais pas du tout destiné pour faire le cinéma, parce que dans notre pays pauvre, l'art c'est pas considéré comme un métier ou comme un travail. Donc, je suis venu au cinéma à cause de mon histoire. Certains d'entre vous peut-être connaissent déjà cette histoire, ce qui se passe en Asie du Sud-Est, au Vietnam et au Cambodge, avec toute la guerre du Vietnam qui s'étend après au Cambodge, puis la révolution Khmer Rouge qui arrive au pouvoir entre 75 et 79. C'est une révolution assez extrême, intégrale et assez extrémiste. Et c'est-à-dire au jour le lendemain, on a évacué tous les gens de leur maison, de leur ville. Tout le monde se retrouvait à la campagne, à faire la rizière. Il n'y a pas plus d'école, plus d'hôpital, plus tout ça. Toutes les familles sont dispersées. Les enfants, les parents ne vivent plus ensemble. Et cette révolution s'est soldée par environ 1 800 000 morts, qui correspondait à peu près à un quart de la population. Effectivement, quand on commence la révolution, on espérait tous d'avoir plus de justice et de liberté. Puis petit à petit, la révolution s'éloigne de son but. Et elle finit par manger ses propres enfants. Dans un crime contre l'humanité ou un crime génocide, ce qui est le cas, ce qui s'est passé au Cambodge, en fait, cette révolution n'a pas fait que tuer. Elle déshumanise des gens, car il s'agissait bien de crimes contre l'humanité. C'est pas un tout petit crime. Donc après, il faut reconstruire après. Et puis, on réapprend à vivre en fait. Voilà. Et il y a deux choses. Soit on décide de l'oublier, ce qui est tout à fait respectable, je ne le critique pas. Et soit on décide aussi d'écrire cette mémoire. Moi, j'étais resté très longtemps silencieux. Et puis finalement, je me rends compte que je me sentais pas bien du tout. Parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est pas parce que je suis plus fort que les autres. Mais les autres m'ont aidé à être ici parmi vous. Et il me semble donc qu'il est important d'écrire cette mémoire. De dire qui sont ces personnes qui sont disparues. Et je ne le fais pas pour moi seulement. Cette souffrance-là, une fois qu'il est en nous, on garde jusqu'à la fin de notre vie. Et il faut faire aussi ce travail de mémoire pour les générations suivantes, que cette génération soit digne de leur pays, de leur culture. Parce que souvent les gens, comme ils ne trouvent pas d'explication vraiment à un crime de masse, ils disent souvent peut-être aussi ça vient de notre culture, quoi. Je ne pense pas que la culture, par définition, la culture c'est quelque chose qui vous amène à tuer des milliers et des milliers de gens. Et puis personne n'est né tueur, on devient tueur. Et qu'est-ce qui fait qu'on devient tueur? Donc il faut comprendre, essayer de comprendre en tout cas cette intention du génocide. Quelles sont l'idéologie ou l'endoctrinement qui amène les gens à tuer, à commettre des crimes de masse? Alors, si on ne peut pas tout comprendre évidemment, mais la démarche nous permet peut-être à assumer notre histoire et peut-être écrire et tourner la page. J'aurais pu faire la peinture, j'aurais pu faire la musique, mais
Je ne sais pas pourquoi le cinéma est rentré dans ma vie. Peut-être aussi parce que ce crime de masse, le crime des Khmers rouges, est un crime sans image. Toute l'histoire est restée ancrée dans ma mémoire, dans mon esprit. Il fallait restituer cette image et pas la forme de divers travaux, que ce soit un film de fiction ou documentaire. Mais c'est très difficile de montrer les images de la mort de masse, parce que la mort est toujours un drôle de spectacle fasciné. Enfin, les gens sont fascinés par l'image de la mort. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je parle plutôt de la mémoire. Et voilà. Et donc il faut trouver une manière, une forme juste pour faire du cinéma avec ça. Je pense que c'est plus facile pour ceux qui n'ont pas connu directement, qui ne sont pas impliqués directement ou n'ont pas vécu cette période. De faire un film de fiction, par exemple. Mais pour ceux qui ont vraiment connu ça, c'est très difficile de revenir et faire une mise en scène. C'est très difficile de faire une mise en scène d'une exécution, par exemple, ou de la destruction d'un être humain. چون که بحث حق بشریت اون لحظه توی ذهن من بود. Mais quand on fait un documentaire, je pense que c'est une forme plus appropriée. C'est très intéressant. On découvre par exemple que dans les crimes de masse, les mots ont une importance parce que les mots sont des véhicules d'une idéologie. Mais aussi parce que le travail des mémoires n'est complète que si il y a le témoignage des victimes, mais il y a aussi le témoignage des bourreaux. Comment dire, trouver une distance juste pour interviewer ou pour travailler avec un bourreau, par exemple. Et c'est autant plus compliqué que le bourreau est aussi un être humain. C'est un être humain comme vous et moi. Et comment ça se fait qu'ils sont capables de tuer des centaines de gens? Voilà, c'est toute la base de mon travail. Et le but de ce travail, c'est juste... partager avec tous. On dit, même je crois, dans votre culture aussi, dans votre Coran, on dit aussi que quand on tue un homme innocent, on tue toute l'humanité. Justement, le cinéma peut aussi aider à comprendre, nous aider à mieux avancer dans la vie. Je ne crois pas que les films peuvent changer le monde. Mais peut-être il peut vous donner, il peut vous aider à savoir que vous avez dans vos mains la possibilité de changer ce monde. میخواستم در مورد فیلم هایی بپرسم که در رابطه با این جنایت توی کامبوج ساخته شدن، فیلم هایی که داستانگو بودن. شاید مشهورترین نمونهش فیلم رولند جافی کشتارهای مرگه. میخواستم ببینم که از نظر شما کدوم یکی از این فیلم ها بیشتر به حقیقت نزدیک بودن یا تأثیر اون موضوع رو خیلی بهتر نمایش دادن؟ Comment dire, avant le film de Roland Joffé, La déchirure de Killing Field, le monde ne connaissait pas le génocide Khmer rouge. Mais cinématographiquement, je suis plus réservé. C'est quand même un produit de Hollywood. Et il y a toujours un bon sentiment après, quoi, à la fin, quoi. Mais il a le mérite de faire connaître le génocide Khmer rouge au monde entier. D'un côté, je trouve que c'est utile pour le public, grand public. Il faut des sentiments, il faut la musique de John Lennon, il faut tout ça. Mais de l'autre côté, c'est un spectacle où je me trouve un peu voyeur. C'est pour ça que je trouve que c'est important aussi que les gens du pays développent le regard aussi sur leur propre histoire. Comme dans votre pays, il y a c'est un pays de cinéma ici. Dans 30-40 ans, on se rend compte que c'est vraiment une chronique d'une époque. C'est important d'avoir ce regard sur la société. Et ce regard sur la mémoire sur la société nous aide j'espère, nous aide à mieux avancer. یه سوالی داشتم این که میخواستن اصول
فیلمسازی مستند از نظر کارگردانی شما به چه صورته و تو قالب فیلم‌های مستندی که شما بهش فکر می‌کنید تا چه مقدار سوژه‌تون رو آزاد می‌ذارید تا بیننده روی پرده به اون مثلا بیشتر دقت کنه؟ ممنون. Quand on écrit un documentaire, on a toujours une idée, on étudie un peu, mais c'est pas toujours certain que ce qu'on pense et ce qui se passe dans la réalité se correspond. Donc il faut être toujours capable de s'adapter à son sujet, le transformer, de le rendre lisible, compréhensible. Le sujet reste le même, mais peut-être c'est pas ce qu'on fait, c'est pas exactement ce que j'ai prévu, par exemple, de faire une chose, peut-être ça se passe pas comme ça. Ici, on commence à demander aux gens de répondre à ce que moi je pense qu'il est bonne comme des réponses, c'est plus un film documentaire. Donc, moi, du coup, j'ai un principe, souvent que je n'ai pas tellement de théorie là-dessus, mais j'ai un principe important, c'est qu'il faut faire les films avec les gens et non pas sur les gens. Quand vous décidez de faire un film sur les gens, c'est vous allez vivre avec ces personnes. Si vous faites un film sur les gens pauvres et vous ne mangez pas avec eux, vous ne pouvez pas obtenir des bons échanges avec eux. S'ils descendent dans la boue et vous ne voulez pas descendre dans la boue parce que c'est sale et que vous mettez une caméra sur pied comme ça avec un objectif, vous n'êtes pas avec eux. Donc moi quand je filme, je cherche d'abord une bonne distance. Une bonne distance, physiquement, techniquement, c'est à peu près comme ça. Parce que vous avez un grand pouvoir quand même quand vous avez une caméra. Vous allez décider de ce qu'on va voir. De gros plans au plan large. C'est très important, cette bonne distance, ça permet à apercevoir aussi, enfin on voit dans les yeux. Voilà, moi j'ai des petits principes, des petits trucs techniques comme ça que je m'applique depuis 40 ans maintenant. Voilà, la difficulté quand même c'est quand on travaille avec des grands assassins. Cette bonne distance humaine nous installe dans une proximité qui est très désagréable en fait. Mais voilà, un film c'est aussi comme ça, c'est aussi un combat parfois. میخواستم بپرسم که فیلم های تاریخی که ایشون ساختن میخواستم ببینم که توی کشور ایشون و با ساخت فیلم هایی که میسازن کسایی هستن که از این وقایع تاریخی یه سودی بخوان ببرن و بخوان فیلم هایی که میسازن رو از نگاه اونها در واقع به تصویر بکشن. اگر که یعنی تحریف بکنن منظورتون؟ شاید یه جوری تحریف، ولی بیشتر این که بخوان از دید اونها اون فیلم ساخته بشه. اگر هست با این مشکل باید چجوری کنار اومد؟ Non, en général, je préviens les gens avant. Évidemment, il y a des gens qu'on doit les dédommager, il y a des gens qu'on ne doit pas dédommager. C'est vrai que si vous filmez quelqu'un pendant 3-4 mois, ça devient un travail. Même si cette personne-là est un criminel, ses enfants ne sont pas criminels. Donc moi, je veux nourrir ses enfants. Je ne considère pas ça comme un salaire, mais je considère ça comme un dédommagement. Voilà, c'est peut-être pas grande différence, mais c'est très important pour moi. Mais par contre, c'est mon film. C'est mon film, je peux le montrer, mais c'est moi qui contrôle le montage. Personne d'autre d'ailleurs, même pas le producteur. Les producteurs qui m'ont produit, qui travaillent avec moi, savent très bien qu'ils n'ont pas le droit au regard sur le montage. Parce que le processus de documentaire, pour moi, ça continue à écrire, à être écrit. Le film continue à se faire pendant le montage aussi. Et c'est le moment peut-être le plus intéressant, parce que le film naît vraiment là. La structure des films se fait là. Et aussi, c'est là aussi que c'est dangereux. Il faut être très sérieux au niveau éthique et moral, parce qu'on peut transformer ce que disent les gens.
میخواستم بپرسم در طول روند فیلمسازی برای رسوندن بهتر مفهوم داستان استفاده عمده از دیالوگ رو ترجیح میدن یا استفاده از تصاویر صامت و به تصویر کشیدن بازیگر و محیط اطرافش؟ En documentaire, je ne pose quasiment pas de questions. Je dis aux personnages que je filme que voilà, aujourd'hui, par exemple, je veux parler de la nourriture, par exemple. Puis je reste 3 jours, 4 jours, 1 mois s'il faut autour de la nourriture. Où ils ont ramassé les légumes, où ils ont acheté, comment ils cuisent. À la limite, quand vous regardez, vous connaissez la recette. Voilà, c'est une narration qui permet de comprendre sans intervenir. Et en général, je trouve que les gens ont des paroles beaucoup plus intéressantes que les miens. Et surtout chez les gens qu'on dit les gens pauvres. On a tendance de enlever la parole aux pauvres. On filme la pauvreté, mais on ne leur donne pas souvent la parole. Mais si vous restez avec eux 3-4 semaines, vous allez voir, ils ont une très très belle réflexion. Et ils ont de très belles façons, très belles paroles pour exprimer leurs conditions. Et j'ai vu ça partout, en Afrique, au Cambodge, partout. Chaque fois que je fais un film, je suis impressionné par l'intelligence et la dignité des gens pauvres, quoi. Pour les fictions, c'est différent. On a besoin quand même... Parfois, les comédiens ont besoin de savoir quand même quelle est votre intention. D'autres comédiens ont besoin de s'engueuler avec vous parce qu'ils jouent avec leur corps, ils jouent avec leur image. D'autres ont besoin juste de parler et puis... voilà. Moi, je n'aime pas trop donner les indications. Je crois que c'est bien de construire un décor et puis raconter un peu ce que vous imaginez, puis les laisser jouer et on regarde. Mais j'aime aussi travailler avec des non-comédiens, des gens comme ça que je rencontre. Et souvent, ce sont les meilleurs. Parce que s'il faut qu'ils labourent la terre, ils savent vraiment labourer la terre. Il y a une sorte de puissant et de grâce dans le geste, dans la façon de bouger, de s'exprimer, que je trouve vraiment difficile à imiter. Souvent on considère que le documentaire c'est facile, mais en fait c'est pas facile du tout. Parfois ça me prend 3-4 ans pour un film. Un film de fiction, s'il y en a un bon scénario, s'il y en a un budget, on le fait. Mais pas 4 ans pour le tournage, personne ne fait 4 ans. سلام عرض میکنم. میخواستم که راجع به تدوین فیلماشون هم توضیح بدن که چقدر از ساختار و شکل فیلمشون تو مرحله تدوین اتفاق میفته. En fait, l'histoire, les historiens font des choses, écrivent des livres, et je lis ce qu'ils font. Mais le cinéma peut apporter un autre regard sur cette histoire. C'est même complémentaire, je dirais. Par exemple, si vous voulez, les historiens peuvent écrire, voilà, le bourreau exécute la victime en les frappant sur la nuque. Nuque, ça veut dire le cou. Ah, ok. Mais en fait, vous voyez pas ce que c'est. Moi, je peux demander à un bourreau de m'expliquer comment ils le font. Et en fait, je me rends compte que d'un endroit à un autre, la manière d'exécuter est la même, avec les mêmes ordres de gestes, souvent avec certains nombres d'instruments précis. Alors, je peux enfin établir que ce geste de tuer est un geste qu'on enseigne. Il y a beaucoup de chercheurs aussi qui s'appuient sur mes films pour des recherches. یه سوالی داشتم راجع به مقایسه فیلم داستانی و مستند. ما در دوره‌های قبل و پیشین داستانی معمولاً فیلم‌های تاثیرگذار فیلم‌هایی بود که برگرفته از رمان‌های موفق بود، ولی تقریباً داستانی منظور بله ولی تقریباً از سال 2010 فیلم‌های خیلی زیادی ساخته شده که بر اساس یک داستان واقعی هست. آیا ارجاع فیلم‌های داستانی متأخر به مستند
دلیلش چی میتونه باشه؟ اون کشف دوباره دنیای مستند ولی با زاویه نگاه فیلم های داستانی. اینو میخواستم بپرسم از شما. یعنی که چرا بعد از سال 2010 اومدن از داستان‌های واقعی استفاده کردن برای خیلی رواج پیدا کرده همچین فیلم های داستانی. C'est vrai, mais maintenant, souvent, on voit au début du film, cette histoire est basée sur des faits réels. En fait, je me méfie vachement de ça. Comment? Un film de fiction, c'est un film de fiction. Inspire des faits réels, oui, comme la déchirure, par exemple, c'est inspiré de faits réels. Mais dès qu'on met une chanson sur une image, c'est plus réel. Hein. Une fiction. Je pense plutôt que c'est un argument de vente, de marketing. Et peut-être parce que maintenant l'information circule bien, les gens ont lu les nouvelles quelque part, puis tiens, ils parlent de ça, ils vont le voir, quoi. Mais quand vous voyez un grand star qui joue un rôle, je sais pas, Georges Clooney qui joue un pilote, je sais pas quoi, j'y crois pas du tout que c'est une histoire réelle. خسته نباشید. یه سوال بود برام که چالشایی که زمان فیلم برداری و حتی زمان تدوین براشون پیش اومده از اولین فیلمی که ساختن تا الان یه توضیح بهمون بده. Le plus grand important pour moi, c'est ne pas, ne pas céder à la pression du temps. Évidemment, le temps, c'est de l'argent dans le cinéma. Le cinéma, c'est aussi une industrie de l'argent. Plus le tournage est long, plus ça coûte de l'argent. Parce que quand on tourne un film, on en prend de l'argent à la banque et on paye des intérêts. Mais malheureusement, il y a des films qui nécessitent 3-4 ans de travail, surtout en documentaire, je parle. En fiction, l'économie de fiction elle est beaucoup plus cadrée, quoi. Et voilà, moi j'aime prendre mon temps et bon, je paye cher pour ça. Ouais, mais comme l'image vient pas à moi, il faut que j'aille les chercher, il faut que je trouve. Donc je mets le temps qu'il faut pour le trouver. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec les caméras numériques, on peut l'acheter pas cher. Acheter les images? Non, acheter les caméras numériques pas cher. Donc on peut le tourner un peu plus longtemps. Et on tourne en numérique, c'est moins cher qu'en pellicule. Pellicule, ça veut dire? Les pellicules, c'est les prints, les films. Ah. Et comme je fais, parfois j'ai à peu près 300 à 500 heures de rush. Donc j'ai besoin aussi le temps de montage. Bah, c'est normal, si vous tournez 4 ans, vous allez faire 300 heures de rush facile. من چند تا سوال دارم، حالا از یکیش و مهمترینش شروع میکنم. این که اوایل صحبتشون فرمودن در رابطه با اینکه وقتی توی فیلماشون یعنی دو دسته آدم دارن، یه سری اونهایی که قربانی شدن و یه عده‌ای که جنایتکارن و اینشون سعی میکنن با اینکه از اون جنایتکارا اسمی که ایشون روشون گذاشتن در واقع دل خوشی ندارن، ولی سعی میکنن که بی‌طرف باشن توی فیلم. الان من خودم یه همچین مشکلی، من یه فیلم رو دارم میسازم که همین مسئله رو باش دارم، در واقع در رابطه با اتفاقاتیه که توی ایران انگلیسی ها سالهای قبل رقم زدن. چجوری باید بی‌طرف بود؟ یعنی یک اصول خاصی دارین وقتی این تعریف میکنی از شخصیت اون آدما و اونا رو مطرح میکنی، چطوری مطرح کنی که بی‌طرف باشی و اینکه الکی هم که نمیتونی از اونا تعریف کنی؟ میدونین یه مرز باریکیه این قضیه. J'ai fait comme ça, j'ai fait un entretien une fois avec un commandant d'un camp S21, du camp S21, qui est responsable de la mort des milliers de personnes. Mais c'est un mathématicien, c'était un mathématicien, amateur de littérature, de la poésie, peinture. C'est un homme extrêmement cultivé, mais assassin. C'est très compliqué. À un certain moment, on a un distance très proche. Ben, je ne sais pas comment faire. Hein. J'ai juste dit moi-même que tout le temps, je dis, tu n'es pas juge et tu n'es pas procureur. Tu n'es pas là pour le juger. Tu es là pour lui poser des questions. Tu es là aussi pour le contredire. Parce que les assassins mentent aussi. Et parfois les images dans les archives mentent aussi. Ben, il faut enquêter sur la façon comment on fabrique ces images.
On peut trouver les numéros sur les négatifs, trouver des laboratoires, on peut arriver à trouver, à savoir qui fait le film, on peut trouver à savoir d'où vient, comment on développe et déterminer les origines. Parfois, quand je fais un film historique avec les archives, je vais chercher les négatifs chez les armées, par exemple. Les armées. Oui, l'armée fait des films. Mais tout ça, c'est compliqué et que on ne sait pas comment. Parfois, c'est difficile à confondre, enfin, à obtenir la vérité de la part des bourreaux, quoi. Oui, c'est très compliqué. Par exemple, l'image de Hiroshima, par exemple, quand les bombardements d'Hiroshima. En fait, c'est pas d'Hiroshima, c'est de Nagasaki, parce que ce jour-là, le bombardement d'Hiroshima, la caméra était en panne. On peut pas détruire l'humanité, un être humain complètement. Je sais pas, mais en général, par exemple, moi, dans l'image manquante, c'est difficile de faire les reconstructions que j'aime pas, des reconstructions, des choses. Alors, je passais par des petits personnages en terre, en argile. C'est pas l'animation, hein, c'est juste des personnages fixes. Voilà, vous trouverez certainement une manière de raconter. در رابطه با روش ساخت مستند آرشیوی اگر در واقع نظر خاصی دارن در رابطه با، یعنی بتونن کمک کنن به من یا حالا دوستانی که هستن، چه راه حلی رو بهتره برای ساخت فیلم های مستند آرشیوی به کار برد؟ چون روش های مختلفی وجود داره. یکی فیلمنامه و در واقع گفتار متن نوشته میشه بعد تصویر پیدا کنیم، یا برعکس این قضیه هم میتونه اتفاق بیفته بر راههای دیگه. ایشون چه روشی رو توصیه میکنن یا اصلا میگن که بهتره و اینکه در جهان کدوم بیشتر استفاده میشه؟ C'est exactement comme ça. C'est comme ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de règles. J'ai fait un film sur la colonisation française en Indochine avec les images amateurs et les images de l'armée française, par exemple. Donc c'était par l'image à texte? Non, j'ai juste comme ça, cherche chez les images, c'est une sorte de flair, quoi, une sorte d'instinctif. Il y a des images aussi faites par les colons, les civils, les administrateurs colons, quoi. C'est très intéressant. Et bon, parfois les images viennent avant, parfois j'ai une idée, je ne sais pas s'il y a l'image, puis je demande à regarder beaucoup de films. Puis il y a des archivistes qui font des recherches, qui m'aident à faire des recherches. Donc je dirais il n'y a pas de règle, quoi. C'est comme il est dit, comme vous le dites, parce que il faut à la fois dire ce que vous avez besoin, à la fois laisser la porte aux autres de vous proposer aussi les images. Peut-être ça, en tout cas pour moi, ça me donne encore plus d'idées quand je reçois d'images que j'ai même pas imaginé que ça existait. Il y a toujours un truc dedans, mais il faut regarder vraiment lentement. Mais c'est vraiment, votre projet, c'est vraiment passionnant, quoi, parce que comme il n'y a pas d'image, les images sont rares, mais je pense que vous allez trouver quelque chose. Même un objet peut raconter une histoire. من فیلم ایشونو سال پیش که اکران شد دیدم. خیلی فیلم تبعید رو، درسته؟ بله. جزو معدود فیلمایی بود که خیلی تاثیرگذار بود برای خودم وقتی که اومدم بیرون از سالن. میخواستم علت این تاثیرگذاری رو بدونم که یه فیلم چطور میتونه انقدر تاثیرگذار باشه، و دیگه اینکه این سبک خیال پردازی و تصویرسازی توی مستند معمولا توی فیلمای مستندی که حالا توی ایران تو کشور خودم دیدم خیلی کمه، و میخوام ببینم چطور به این سبکی رسیدم و چقدر میشه از این سبک خیال پردازی برای فیلمای مستند استفاده کرد. مرسی. Je pense qu'un documentaire, pour que ça soit universel, ça veut dire que ça peut toucher moi aussi bien que vous, il faut qu'il soit le plus sincère possible. Mais quand on veut être sincère, il y a un risque aussi, c'est dévoiler son intimité profonde. Aussi, parfois, on pleure sur soi-même et c'est pas bien. S'apitoyer sur soi-même, il ne faut pas s'apitoyer sur soi-même. Il faut rester digne
Même l'histoire est difficile. Et pour l'image, en fait, j'ai pas de recette pour fabriquer les images. C'est ça. Chaque film que je fais sont différents. Je fais d'abord ce que je veux, être d'abord libre par rapport à l'image, prendre la liberté de le faire, puis je verrai si c'est problématique ou c'est bien ou pas bien. Parfois, en documentaire, on écrit trop, on réfléchit trop, et puis au moment de fabrication, on a oublié de prendre la liberté d'essayer autre chose. Du coup, on oublie, on passe à côté de l'essentiel. Essayez d'être libre et faites ce qui vous plaît. من یکی دو تا سوال دارم. یکی این که راجع به فیلمنامه مستند فیلماشون، اون فیلمنامه‌ای که می‌نویسن چه سبکی می‌نویسن، گروهی می‌نویسن، بعد تغییراتش تو جریان فیلمبرداری چطوره؟ اینا اگه جواب بدن تا. Je passe beaucoup de temps d'abord à la préparation. Je n'écris rien, je prends que des notes. Je travaille un peu comme un archéologue ou comme un géomètre. J'ai un terrain, j'y vais, puis je gratte un peu, puis je m'en vais, puis je reviens, je gratte encore un petit peu pour voir ce qu'il y a en dessous. Et après, j'écris le projet, mais j'écris pas. Je sais pas. On me demande toujours d'écrire qu'est-ce que je vais faire, mais je sais jamais comment écrire. Et je comprends. Le producteur a besoin de savoir comment je vais faire, à quoi ressemble le film, mais en général, je sais pas. De toute façon, mes films ne ressemblent pas à mes projets. Alors, je me retrouve parfois en train d'écrire des mensonges. Je leur dit au producteur, je dis là, vous m'obligez d'écrire des choses qui sont peut-être pas vraies. C'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup du mal à trouver un producteur parce que comme je sais pas vraiment écrire un documentaire, je sais écrire en fiction, mais un documentaire, je sais pas. Je raconte le sujet qui m'intéresse. Puis ils me font confiance, ils savent très bien que je finirai pas le film en un an. Ils ne savent pas quand je finis le film, ils prennent le risque. C'est juste préserver cette possibilité de s'adapter au sujet qui est fait, c'est de la matière réelle, quoi. ایشون اساسا با هنروران و سیاه‌لشکران داخل فیلماشون کار کردن یا نه؟ و بعد اگه کار کردن چه جایگاهی برای این عزیزان قائل هستن؟ به اندازه همون بازیگران در واقع مؤثر میدونن این عزیزان رو یا نه؟ ممنون میشم اگه جواب بدن. Les comédiens tout seuls, ils ne peuvent pas faire exister une scène. Je pense, nous quand on tourne, en tout cas dans mes productions, en tout cas, les figurants sont aussi importants que, en fait, que n'importe qui. Ils ont une journée de travail de 10 heures, comme tout le monde. Évidemment, ils sont moins chers que les stars, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont moins humains que les stars. C'est comme ça. C'est pour ça que je disais au début, faire un film, c'est faire un film avec les gens. Voilà, il faut aussi vous commencez à manquer de respect à ceux qui travaillent sur le film. Alors là, les choses vont de pire en pire après. Surtout quand vous travaillez avec les compagnies étrangères. Je pense que le respect de l'autre, c'est la condition nécessaire pour réussir. Et aucun film ne vaut la vie d'un être humain. Il ne faut pas les mettre en danger. Merci beaucoup d'être venu. Merci.